Bueno, pues vamos a seguir con, Alors nous allons reprendre con esta avec conversación. cette conversation. On va reprendre cette Vamos a conversation seguir, à trois. señora, Madame, s'il vous plaît. esta conversación Alors nous que- allons reprendre cette que Michel nous había conversation, titulado une frente conversation a la qui s'est intitulée desmesura ou contemporánea, la que virtud del diálogo. Y que aquí Michel a lo intitulé que hemos face querido à la es escuchar, démesure digamos, en ese actuelle, cruce la de voces, vertu que de también es una de dialogue. nuestras características, Donc ¿no? a dans través de ce este proyecto. croisement de Bueno, ¿qué voix, significa, on a en primer voulu lugar, revoir un peu qu'est-ce esa que frase cette que phrase recogemos de Camus? pouvait Para ello signifier. será Rémi Alors Larue pour quien, ce digamos, faire, nous aportará allons donc passer la una parole à reflexión Romy Larue más qui va nous faire une en réflexion relación con la propia obra de Camus en liée torno donc à a l'ouvrage, esa à virtud del l'œuvre de diálogo Camus, y voir esa un peu la cuestión de vertu la du dialogue. Et il desmesura va donc aborder la para, en un démesure. segundo lugar, Pour par invitar, la suite, sería nous la allons voz donc inviter, on de va Alicia Sintes, que écouter para donc nosotros, la pues, voix es d'Alicia una invitación también Sintes, especial en esta qui est edición, une invitation vraiment très de San Luis spéciale. y Elle nuestra est de primera Saint-Louis, científica c'est notre en première estas trovadas, scientifique. pero para mí me parecía muy En fait, interesante pour moi, que nos aportara il était justamente, très ¿no? important qu'elle puisse ese nous diálogo apporter que ce en su dialogue, caso un establece con dialogue las ondas qu'elle va gravitacionales, établir su trabajo, avec son y travail, cómo c'est-à-dire una les ondes de científica gravitation. Et desarrolla comment esa, en fait ese ejercicio del donc diálogo. un scientifique fait ou Cerraríamos, établit ce digamos, dialogue, con ou la fait aportación l'exercice du dialogue. Et nous allons de una clore poeta, donc avec les paroles una escritora, d'une écrivaine, Nathalie Handal, qui nous accompagne pour quelque part apporter la création, c'est-à-dire le pied, le troisième pied de notre projet. Donc, je vous laisse avec eux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Christian, les remerciements ne sont pas que des usages à l'initiative des participants. Je tenais évidemment à remercier Sandra, Michel et Agnès pour l'invitation et la participation, et puis aussi la grande équipe et fabuleuse équipe de Las Trovadas qui fait tout pour faciliter le dialogue entre nous, et c'est extrêmement important. Notamment dans l'époque dans laquelle on vit. Alors le sujet, vous l'avez ici. Devant la démesure contemporaine, la vertu du dialogue. On m'a demandé, comme l'a dit Sandra tout à l'heure, d'apporter un petit peu la parole de Camus sur le sujet. C'est assez difficile, vous le comprendrez, de faire parler un mort sur une époque qu'il n'a pas connue. Je vais essayer, dans tous les cas, de me faire un peu le porte-voix de l'écrivain, afin que ces mots résonnent, et notamment avec les deux autres participantes à la table ronde, et puis aussi avec votre propre expérience et ce que vous pourrez en retirer, puisque c'est très important, et je pense que c'est ce qui tenait particulièrement à cœur à l'écrivain qu'on honore ici, c'est de s'approprier ces textes et de les faire vivre dans sa propre expérience. Donc, je vais commencer sur un constat. J'ai essayé quand on m'a demandé de me pencher sur la question du dialogue, j'ai repris de manière un peu académique l'ensemble des textes qui reprenaient la question. Et j'ai essayé de voir un petit peu les ponts qui pouvaient se dresser, notamment entre deux époques. C'est l'époque point de départ de la rencontre, je crois, avec cette citation du témoin de la liberté qui date de 1948. C'est cette époque de la Seconde Guerre mondiale qui se poursuit même jusqu'au début des années 50. Et donc, du coup, on a un article que j'ai retenu particulièrement parce qu'il dresse un constat assez pointu de l'époque en question. Je vais vous lire un extrait et vous verrez que ça résonnera tout de suite. C'est un article de 1946 qui ouvre la série Ni victime ni bourreau et qui s'appelle « Le siècle de la peur ». Le XVIIe siècle a été le siècle des mathématiques, le XVIIIe celui des sciences physiques et le XIXe celui de la biologie. Notre XXe siècle est le siècle de la peur. On me dira que ce n'est pas là une science, mais d'abord la science y est pour quelque chose, puisque ces derniers progrès théoriques l'ont amenée à se nier elle-même et puisque ces perfectionnements pratiques menacent la Terre entière de destruction. De plus,
Si la peur en elle-même ne peut être considérée comme une science, il n'y a pas de doute qu'elle soit cependant une technique. Ce qui frappe le plus, en effet, dans le monde où nous vivons, c'est d'abord et en général que la plupart des hommes, sauf les croyants de toute espèce, sont privés d'avenir. Il n'y a pas de vie valable sans projection sur l'avenir, sans promesse de mûrissement et de progrès. Donc vous voyez, ça résonne déjà avec ce qu'on a pu entendre hier de la part de Camille de Toledo sur la destruction, la blessure. Il faut aussi remettre ça en parallèle, en perspective avec un autre article du 8 août 1945 où Camus est un des seuls, du moins en France, à évoquer de manière assez fine, je crois, l'impact humain et philosophique et même métaphysique de la bombe nucléaire et de son usage au Japon. Un autre extrait peut-être qui va pousser encore le sujet vers le dialogue et qui va nous amener sur l'axe principal qu'on essaye de développer depuis quelques participations et présentations. Un extrait du même article où Camus revient sur cette notion du dialogue. Le long dialogue des hommes vient de s'arrêter et bien entendu, un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur. C'est ainsi qu'à côté des gens qui ne parlaient pas parce qu'ils le jugeaient inutile, s'étalait et s'étale toujours une immense conspiration du silence, acceptée par ceux qui tremblent et qui se donnent de bonnes raisons pour se cacher à eux-mêmes ce tremblement, et suscitée par ceux qui ont intérêt à le faire. Vous ne devez pas parler de l'épuration des artistes en Russie parce que cela profiterait à la réaction. Vous devez vous taire sur le maintien de Franco par les anglo-saxons parce que cela profiterait au communisme. Difficile de faire plus ancré dans l'époque et dans ce qui est en train de se dérouler au moment où il parle, mais aussi difficile de faire plus contemporain, je crois, quand on met en perspective avec ce qu'on connaît et les événements récents. La suite est encore plus parlante. Je disais bien que la peur est une technique. Nous vivons dans la terreur parce que la persuasion n'est plus possible, parce que l'homme a été livré tout entier à l'histoire et qu'il ne peut plus se tourner vers cette part de lui-même, aussi vraie que la part historique, et qu'il retrouve devant la beauté du monde et des visages, parce que nous vivons dans le monde de l'abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuance. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. La question que je pose et qui était déjà posée hier, je crois, c'est est-ce que, évidemment, cette fin du monde, elle est survenue ou peut-être est-ce qu'elle s'est installée sur les dernières décennies depuis que Camus a écrit ses articles. Je crois que l'époque qu'on est en train de vivre s'inscrit directement dans ce constat. Pour vous donner quelques idées, les espaces de débat se font de plus en plus restreints, je crois, et tournent bien souvent à la caricature ou à l'insulte plutôt qu'à l'échange constructif. Le mensonge et la manipulation ont continué de s'imposer comme des incontournables à l'arsenal à disposition des partisans de l'un ou de l'autre des camps politiques de tous bords et qui s'affrontent sur l'échiquier mondial. Les violences restent des moyens de choix pour atteindre des objectifs politiques qu'ils concernent la conquête ou la défense du pouvoir d'ailleurs. Et c'est les deux versants que Camus traite. Et puis enfin, le progrès technique et scientifique n'y est pas étranger, et ça Camus déjà le voyait en son temps. L'avènement des réseaux sociaux a marqué un réel tournant dans la communication mondiale, avec de nouvelles étincelles révolutionnaires. On voit tout l'impact que ça a pu avoir dans les différents derniers foyers révolutionnaires, mais aussi, en miroir, le règne de la polémique par écran interposé. Aussi, avec l'avancée des technologies d'armement, le recours à la violence se déshumanise progressivement, le bourreau pouvant rester à distance de ses victimes, presque sans les voir, sans les sentir. Peut-être que c'est en cela que notre époque se distingue encore. Est-ce qu'elle n'aurait pas poussé à la démesure l'abstraction que Camus voyait déjà en son temps? Alors, je vous propose disons, c'est la ligne conductrice de mes travaux un peu de ces derniers mois et de ces dernières années, en quoi le dialogue pourrait devenir finalement une limite à cette violence, à ce constat dressé par Camus. En 1946, il mettait déjà l'écrivain en perspective le problème principal de son temps qu'il considérait être le meurtre, après avoir considéré que c'était le suicide.
notamment dans son usage politique, avec la notion de dialogue, dans un texte qui est un peu méconnu, mais qui est très intéressant, vous allez le voir, qui s'appelle « Nous autres meurtriers ». Il n'y a qu'un seul problème aujourd'hui, qui est celui du meurtre. Toutes nos disputes sont vaines. Une seule chose importe, qui est la paix. Les maîtres du monde sont aujourd'hui incapables de l'assurer parce que leurs principes sont faux et meurtriers. Que du moins, et dans tous les pays, ceux qui refusent le meurtre se réveillent, dénoncent les faux principes et entament pour leur propre compte la réflexion, le dialogue, la démarche exemplaire qui démontreront au moins que l'histoire est faite pour les hommes et non pas le contraire. Ceux qui ne veulent pas tuer doivent parler et ne dire qu'une seule chose, mais la dire sans répit, comme un témoin, comme 1000 témoins qui n'auront de cesse que lorsque le meurtre à la face du monde sera répudié définitivement. Alors, si on choisit de s'opposer au meurtre systématique comme moyen d'agir sur le plan politique, il faut donc se tourner vers d'autres moyens, et Camus a choisi le sien, le dialogue, clairement. Pour échapper au déchirement entre silence et mort, imposé par l'histoire, le dialogue représente une nouvelle voie qu'il a décidé de creuser à partir de là, je crois, et c'est vraiment la source, enfin du moins je l'estime, la source de ce développement et de la manière d'incarner le dialogue. C'est-à-dire que jusque-là, on en a parlé sur un plan littéraire et dans la dimension créatrice. Je crois qu'il y a aussi un versant très articulé dans l'engagement et dans l'incarnation politique du dialogue. Il y a un texte en particulier qui fait la jonction entre les deux, je crois, puisqu'il s'adresse à un ami écrivain de Camus, qu'on retrouve dans les carnets, et qui, là, nous fait revenir un peu en arrière, en 1945. Mais c'est intéressant de voir comment les choses s'articulent entre création littéraire et engagement. C'était déjà le sujet hier. C'est un passage qui s'adresse à Louis Guillou. « À Guillou, tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne prennent pas un langage simple. Si le héros du malentendu avait dit « Voilà, c'est moi qui suis et je suis votre fils », le dialogue était possible et non plus en porte-à-faux comme dans la pièce. Il n'y avait plus de tragédie puisque le sommet de toutes les tragédies est dans la surdité des héros. De ce point de vue, c'est Socrate qui a raison contre Jésus et Nietzsche. Le progrès et la grandeur vraie est dans le dialogue à hauteur d'homme et non dans l'évangile monologué et dicté du haut d'une montagne solitaire. Voilà où j'en suis. Ce qui équilibre l'absurde, c'est la communauté des hommes en lutte contre lui. Et si nous choisissons de servir cette communauté, nous choisissons de servir le dialogue jusqu'à l'absurde contre toute politique du mensonge ou du silence. C'est comme cela qu'on est libre avec les autres. Être libre avec les autres, je crois que c'est tout l'enjeu choisi par Camus dans cette posture à la fin de la Seconde Guerre mondiale, favoriser le dialogue partout, tout le temps, pour éviter le malentendu et la dispersion du mensonge, et en arriver évidemment jusqu'à l'extrémité qui est le meurtre. En permettant de recréer le lien originel qui unit les êtres humains, le dialogue devient alors une alternative à l'oppression, quelque forme qu'elle prenne. Et si le XXe siècle est celui de la peur, c'est aussi celui du règne des oppressions les plus diverses. La série Ni victime ni bourreau l'illustre bien. Ce n'est pas un hasard si à la fin de la série, on a entendu tout à l'heure l'article introductif, à la fin de la série, on retrouve un article qui s'appelle « Vers le dialogue ». Ce qu'il faut défendre, c'est le dialogue et la communication universelle des hommes entre eux. La servitude, l'injustice, le mensonge sont les fléaux qui brisent cette communication et interdisent ce dialogue. C'est pourquoi nous devons les refuser. Mais ces fléaux sont aujourd'hui la matière même de l'histoire, et partant, beaucoup d'hommes les considèrent comme des maux nécessaires. Il est vrai, aussi bien que nous ne pouvons pas échapper à l'histoire, puisque nous y sommes plongés jusqu'au cou. Mais on peut prétendre à lutter dans l'histoire pour préserver cette part de l'homme qui ne lui appartient pas. Dialoguer, c'est donc créer un espace qui laisse la place au conflit, laisse la place à la différence. On l'a déjà entendu, à la dissonance qu'évoquait Franck hier, à la différence dont on a aussi eu une illustration hier dans la table ronde. Un espace où les différences s'incarnent, qu'elles soient culturelles, politiques ou sociales. Le même texte développe un peu cette idée. Tout ce qui me paraît désirable en ce moment, c'est qu'au milieu du monde du meurtre, on se décide à réfléchir au meurtre et à choisir. Si cela pouvait se faire, nous partagerions alors entre ceux qui acceptent à la rigueur
d'être des meurtriers, et ceux qui refusent de toute leur force. Puisque cette terrible division existe, ce sera au moins un progrès que de la rendre claire. Donc vous voyez, il y a un travail de Camus aussi de clarifier les choses et de clarifier la manière dont il aborde le dialogue. Une notion qui peut être ambivalente, et on en a parlé un petit peu encore une fois hier, mais dans des discussions plus informelles, un dialogue ambivalent qui peut mener, s'il dérive, au mensonge et à la polémique, mais qui peut aussi avoir des vertus. Et là, on retrouve évidemment le texte initial dont est issue la citation qui nous réunit aujourd'hui. C'est le Témoin de la liberté, écrit en 1948, enfin, prononcé en 1948. Il n'y a pas de vie sans dialogue. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé aujourd'hui par la polémique. Le XXe siècle est le siècle de la polémique et de l'insulte. Elle tient entre les nations et les individus et au niveau même des disciplines, autrefois désintéressées, la place que tenait traditionnellement le dialogue réfléchi. Des milliers de voix, jour et nuit, poursuivant chacune de son côté un tumultueux monologue, déversent sur les peuples un torrent de paroles mystificatrices, attaques, défenses, exaltation. Mais quel est le mécanisme de la polémique ? Elle consiste à considérer l'adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. C'est là, je pense, encore une autre étape dans la manière de considérer la différence et qui rejoint ce qui a été dit juste avant par Christian et Martine, cette manière d'envisager l'autre, de lui laisser une place, de laisser la place à sa différence et de le laisser s'exprimer, de l'accepter. Je crois que c'est central et Camus met ça au cœur de sa pratique artistique et de son engagement d'artiste profondément, et ça on va le voir par la suite, et de ses choix aussi dans ses engagements et dans l'incarnation politique qu'il donne au dialogue. Un texte toujours qui nous parle, le Témoin de la liberté, où là, il revient plus en profondeur sur le rôle de l'artiste. Je considère que l'artiste doit être un peu comme une étincelle, en fait, dans ce dialogue, un initiateur, et qu'il a ce rôle de recréer du lien, de lancer la discussion, et qu'ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, le spectateur, le lecteur, doit s'en emparer et doit faire sienne cette posture, et doit l'incarner. Ce n'est pas le combat qui fait de nous des artistes, mais l'art qui nous contraint à être des combattants. Par sa fonction même, l'artiste est le témoin de la liberté, et c'est une justification qui lui arrive de payer cher. Par sa fonction même, il est engagé dans la plus inextricable épaisseur de l'histoire, celle où tout étouffe la chair même de l'homme. Le monde étant ce qu'il est, nous y sommes engagés, quoi que nous en ayons, et nous sommes par nature les ennemis des idoles abstraites qui y triomphent aujourd'hui, qu'elle soit nationale ou partisane. Donc vous voyez, l'artiste a un vrai rôle, il incarne le dialogue, et ce dialogue-là, il doit laisser la place évidemment à l'autre, mais d'une manière particulière, et ça Camus l'a bien compris, à la lumière de l'histoire et à la lumière de l'histoire qu'il aborde. Vous allez le voir dans le texte suivant, dans le passage suivant, il évoque des références qui parlent évidemment aux Français, mais qui pourront résonner aussi au public espagnol, et qui fait notamment référence à la Révolution française. C'est intéressant de voir comment il se positionne par rapport à ça. Dans le monde de la condamnation à mort, qui est le nôtre, les artistes témoignent pour ce qui est dans l'homme, refusent de mourir. Ennemis de personne, sinon des bourreaux, et c'est ce qui les désignera toujours, éternels Girondins, aux menaces et aux coups de nos montagnards en manchette de lustrine. Après tout, cette mauvaise position, par son incommodité même, fait leur grandeur. Un jour viendra où tous le reconnaîtront et, respectueux de nos différences les plus valables, d'entre nous cesseront alors de se déchirer comme ils le font. Ils reconnaîtront que leur vocation la plus profonde est de défendre jusqu'au bout le droit de leurs adversaires à ne pas être de leur avis. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans la reconnaissance de l'autre, et je crois que c'est encore plus poussé dans la manière dont le dialogue va se mettre en place sur un plan politique. J'aimerais revenir du coup sur un passage de Ni victime ni bourreau, puisque c'est là, si vous voulez, enfin, du moins c'est ce que je pense, où Camus essaye de synthétiser, de condenser son approche à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un fil qui va jamais cesser de tirer jusqu'à son accident de voiture en 1960.
c'est la façon dont, et là ça rejoint la façon dont on est réunis aujourd'hui, la façon dont le dialogue s'incarne politiquement. Il y a un article au cœur de Ni victime ni bourreau qui évoque ça précisément. Il s'intitule « Le nouveau contrat social ». Le mouvement pour la paix dont j'ai parlé devrait pouvoir s'articuler à l'intérieur des nations sur des communautés de travail et par-dessus les frontières sur des communautés de réflexion, dont les premières, selon des contrats de gré à gré sur le mode coopératif, soulageraient le plus grand nombre possible d'individus et dont les secondes s'essaieraient à définir les valeurs dont vivra cet ordre international, en même temps qu'elles plaideraient pour lui en toute occasion. Plus précisément, la tâche de ces dernières serait d'opposer des paroles claires aux confusions de la terreur et de définir en même temps les valeurs indispensables à un monde pacifié. Un code de justice internationale dont le premier article serait l'abolition générale de la peine de mort, une mise au clair des principes nécessaires à toute civilisation du dialogue pourrait être ses premiers objectifs. Ce travail répondrait aux besoins d'une époque qui ne trouve dans aucune philosophie les justifications nécessaires à la soif d'amitié qui brûle aujourd'hui les esprits occidentaux. Mais il est bien évident qu'il ne s'agirait pas d'édifier une nouvelle idéologie, il s'agirait seulement de chercher un style de vie. Et ce style de vie, je crois qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale et de son expérience de la résistance, Camus ne cessera jamais de le développer, de le creuser, de le rechercher. Je parlais de références évidemment historiques. Il n'hésite pas à aller chercher des références, même à l'international, et en particulier, il y a une référence qui fait intervenir plutôt à partir des années 50, et qui lui sera d'ailleurs reprochée parce que mécomprise, c'est la référence à Gandhi, quand il dit que dans un article de 1957, intitulé « La chaussette et le rouet », que ce qui l'intéresse chez Gandhi et dans la posture gandhienne, c'est la façon dont la parole devient un acte. La parole se met en acte. Et la parole devient un acte politique fort, d'opposition à l'oppression. Et c'est là qu'il y a eu mécompréhension, puisque dans son articulation avec les catégories figées de violence et de non-violence, qu'on considère de manière stricte, alors qu'elles sont plutôt poreuses et qu'elles s'imbriquent, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la violence, je crois que c'est une référence qui compte et qui comptera chez Camus, notamment avec l'arrivée du conflit, de la guerre en Algérie. Je vais terminer et puis je vous dirai quelques mots sur la manière dont j'imagine un peu ces rencontres et ce à quoi ça m'a fait penser chez Camus. Un dernier passage peut-être, et là on est en 1957, l'écrivain reçoit le prix Nobel de littérature et il prononce ces mots. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. C'est un vrai programme, j'ai l'impression, que dresse Camus en 1957, un programme qu'il a eu l'occasion d'expérimenter, et c'est là que je voudrais faire le dernier écho et faire un dernier lien entre ce qui nous réunit aujourd'hui et l'œuvre de Camus et l'action et la vie de Camus. Ce programme-là, il a eu l'occasion de l'expérimenter concrètement. Il parlait de communautés de réflexion à l'international. Pendant un peu plus d'une année, ils se sont réunis avec ce qui était appelé les groupes de liaison internationales en 1949, qui réunissaient des personnes de tous bords. On peut trouver des médecins, des ouvriers, des travailleurs intellectuels, et ils ont essayé de réfléchir ensemble, certes, mais aussi agir ensemble. Agir ensemble et agir notamment dans la protection de la vie. Un
un des principes fondateurs de ces groupes-là, c'était l'accueil d'écrivains et d'intellectuels étrangers en difficulté dans leur pays et le soutien dans les pays mêmes à ces mêmes écrivains et intellectuels. Et je crois que on a une vraie résonance, un vrai lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui, le soutien aux jeunes générations, aux jeunes intellectuels, aux jeunes artistes et aux moins jeunes, le soutien international, la réunion à l'échelle du bassin méditerranéen, et puis la diversité des profils, la diversité des voix qu'on entend et qui pourtant résonnent entre elles. Et j'espère que ce qu'on va entendre ensuite résonnera avec ce que vous aurez pu attraper de l'œuvre de Camus à travers ce que je vous aurai lu et présenté. Merci beaucoup. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, también me gustaría agradecer. Bonjour à vous tous. Je voudrais remercier l'organisation de cette troisième journée d'Albert Camus de m'avoir invité et notamment donc cette année. En fait, cette année-là, où plus de l'intérêt, donc en fait, de ce titre, en fait, revenir, ça m'a permis de revenir à mon village natal. Et en plus de revenir à un espace très spécial, car je pense que vous devez le savoir, mais en fait, que ce bâtiment, en fait, est un théâtre, le théâtre de mon grand-père. Et donc, c'est cette salle polyvalente, et c'est une salle polyvalente pour vous tous et pour tout le peuple. Cette salle a été la salle de mon grand-père, la salle de mon père, et maintenant c'est la salle de tout le monde. Ma participation donc à ces rencontres, ma participation ou l'invitation en fait m'a beaucoup surpris. J'ai même trouvé paradoxal. Je ne fais pas partie du monde de la littérature. En fait, je ne suis pas écrivaine. Non, je méconnais l'œuvre de Camus. Je suis une scientifique, un physicien théoricien. Je fais partie donc de l'Institut Ménorquin d'études et je suis secrétaire de la IACE et j'ai plusieurs collaborations internationales comme c'est le cas de LIGO. Et moi, je me charge d'étudier les ondes gravitationnelles, les nouvelles messagères de l'univers. Ces messagères qui nous amènent la poésie, la musique de cet univers. En 1957, tel qu'on l'a déjà entendu aujourd'hui, Albert Camus donc, a reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes qui se posent à la conscience des hommes d'aujourd'hui. Voyez, on a des problèmes techniques. C'est bon. Alors la question que je me pose est qu'est-ce que je fais là? Alors je vais profiter de ce moment pour réfléchir sur la valeur de la production des connaissances, la recherche, et donc la valeur de toute production, car la production crée de la richesse. Je viens aussi à réfléchir sur l'importance d'avoir une politique scientifique et culturelle ayant donc une vision à long terme et réfléchir sur le besoin de dialogue car notre système de recherche et développement ainsi que le patrimoine en fait sont actuellement dans une situation de danger clair et imminent et il faut agir, il faut réagir je dirais. Il y a plus de 400 ans, en 1610, Galilée a marqué le début d'une nouvelle ère. Avec son télescope, il a pointé vers Jupiter et il a découvert les 4 grandes lunes. Et en fait, il a fait de la technologie des autres, mais le travail, il l'a fait tout seul. Nous,
Nous, scientifiques de l'AIGO, Siguiente, suivante. porque veo que tienes la versión vieja, creo. Je crois que tu as l'ancienne version, encore, encore. Iniciamos una Alors, nueva nous era en avons commencé une nouvelle en astronomie en 2015 avec la première observation d'une onde gravitationnelle et avec ces observatoires si complexes. Grâce à l'effort conjoint des chercheurs, políticos, des politiciens, ingenieros, d'ingénieurs, d'étudiants que estuvieron trabajando qui ont juntos durante travaillé varias ensemble décadas. depuis plusieurs décennies. La La collaboration et les dialogues permanents est le pilier fondamental pour pouvoir construire les cathédrales, des cathédrales de la science comme cet observatoire. Alors cette première détection, en fait, se passait un siècle après que le professeur Albert Einstein puisse présenter sa théorie de la relativité générale. C'est une théorie belle, très belle, une nouvelle théorie de la gravitation. Je ne vais pas vous la présenter, je crois que ce n'est pas le forum, mais il faut savoir que cette théorie prévoit donc l'existence de choses étranges, comme c'est le cas de trous noirs ou de ces ondes. Einstein ne croyait pas que les trous noirs puissent exister dans la nature et il ne croyait pas non plus que les ondes gravitationnelles puissent être décelées par l'humanité. Mais Einstein n'avait pas raison. Cette fois-ci, il n'a pas eu raison. Car nous savons actuellement que les trous noirs existent. Nous savons que les ondes gravitationnelles, en fait, c'est la première... Et c'est vrai que l'observation des ondes leur a permis donc aux trois auteurs l'octroi du prix Nobel en 2017. Et c'est ce qui nous a donné, à moi-même et à mon groupe, une forte visibilité. Nous avons reçu beaucoup de reconnaissances et même après, on participe à des événements comme celui-ci. Mais cette réalisation, cette étape importante dans l'histoire de la science, n'a pas uniquement été accomplie par ces trois personnages, les trois lauréats du prix Nobel, mais est fondée sur un travail de plus de 1300 scientifiques du monde entier. Donc, 1300 scientifiques qui font partie de cette collaboration et qui sont répartis dans le monde. Car les grandes percées ne sont pas le fait d'une seule personne, résultent plutôt d'un travail coordonné, d'un dialogue connu et nécessaire sur de longues périodes. Et tout avec l'idée d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur la connaissance et de pouvoir explorer l'univers. Alors, cette étape a marqué le début d'une nouvelle ère. Mais l'observation de ces ondes gravitationnelles peut marquer beaucoup de choses et peut révolutionner les concepts que nous avons du cosmos à jour d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui nous ne voyons qu'une toute petite partie de cet énorme univers. Et peut-être qu'il se peut que vous vous demandiez à quoi bon donc investir sur des choses qu'on ne peut pas appliquer, qui n'apportent pas en rendement. C'est faux. L'histoire nous montre que c'est faux. Il est évident qu'il faut investir dans ce qui est transférable, ce qui peut être transféré. Mais nous ne pouvons pas oublier que ce que l'on considère comme la recherche de base, il faut convaincre à la société de l'importance de ces études. Alors les études, en fait, les inventions qui ont le plus contribué à notre bien-être dans tous les sens viennent de développements qui ne cherchent pas ou qui ne nous amènent pas à imaginer ce qu'ils allaient provoquer des années plus tard. Et je pourrais vous donner des centaines d'exemples dans beaucoup de disciplines, presque dans toutes. Étant donné que mon domaine c'est la physique, alors je connais mieux ces domaines.
cualquier campo. Mais podría dans poner n'importe, on peut trouver des Théoriquement, exemples dans toutes les disciplines. J'en ai choisi quelques exemples. En Otto Stein y Walter 1932, Otto Stein et Walter Gerlach. Imaginez si on leur avait dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de travailler la mécanique quantique et de se consacrer plutôt à des techniques d'imaginaire. Alors sans eux, nous n'aurions pas eu la RMD. Ou si on avait dit à Dirac en 1928, si on lui avait dit donc d'arrêter de faire des équations, donc qui essayait de faire coïncider la mécanique quantique et la réalité et de se consacrer plutôt à une recherche des choses applicables. Mais à jour d'aujourd'hui, on parlerait plus d'antimatière et on parlerait plus du TAC ou la tomographie par émission des positrons. Et je vous donne des exemples du monde de la médecine, car je crois qu'on ne joue pas avec la santé, et encore moins avec la pandémie actuelle. Mais il y en a d'autres exemples. On peut revenir à Einstein. Si en 1915, on lui avait dit d'arrêter de la théorie de la GR et essayer de créer un système de géopositionnement, aujourd'hui, sans sa théorie, aujourd'hui, notre système de GPS, ce système qui nous accompagne aujourd'hui, qui nous accompagne toujours, en fait, aurait une erreur initiale de 11 km. Imaginez que l'on veut aller jusqu'au Molino de l'Alt, et avec un peu de chance, on pourrait finir à Esgrau. Alors, je vous encourage à aller le visiter. Mais on peut continuer dans cette longue liste. Alors, quelqu'un doute, peut-on douter de la valeur de l'histoire qui nous aide à comprendre pourquoi nous sommes là où nous sommes et qui nous permet d'imaginer des futurs possibles? Je pourrais donc vous donner d'autres exemples beaucoup plus humbles. Par exemple, vous pouvez donc chercher l'origine des couches ou des micro-ondes. Vous allez découvrir énormément vous allez avoir beaucoup de surprises. La production des connaissances est ce qui consiste, c'est en quoi consiste la recherche. Toute connaissance est importante et très importante. Et même si cette recherche n'a pas de prix, elle a une grande valeur, même la littérature, et c'est trop bas d'y contribuer. Le dialogue, la communication, même entre scientifiques, ce qui rend possible le progrès. Nous nous communiquons lors des conférences, en discutant des idées, par le biais du contact humain ou en virtuel cette année, en rédigeant des articles scientifiques et même parfois avec énormément de controverses, car la controverse sur l'existence des ondes gravitationnelles a duré des décennies. Nous vivons dans la société de la connaissance. Notre progrès est fondé sur l'éducation, la culture, la recherche, l'innovation. Et un peuple cultivé ne peut pas se passer de sa relation avec la nature, ni de la vertu du dialogue entre tous les agents sociaux. La connaissance génère de la richesse qui se mesure en termes économiques, mais aussi en termes non économiques ou immatériels. Et si nous ne créons pas de connaissances, il faudrait l'importer et payer un peu plus que les vaccins. Si nous ne générons pas de connaissances, nous ne pourrons pas les transférer et nous ne pourrons rien créer qui apporte une valeur ajoutée. Nous devrions tout acheter et tout payer. En d'autres termes, nous serions condamnés à avoir une économie que je ne sais pas comment est-ce qu'on devrait l'appeler, mais qui ne sera pas une économie fondée sur la connaissance. Le CERN
es el mayor est laboratorio le de plus física grand de partículas laboratoire del de mundo. physique de particules du Fue monde. creado después de la Il a Segunda été Guerra créé après Mundial la Seconde por un Guerre pequeño mondiale, grupo de lorsqu'un físicos petit visionarios groupe de scientifiques visionnaires et administrateurs de ambos publics lados des del deux côtés Atlántico de l'Atlantique identificaron ont la investigación identifié la fundamental como recherche vehículo para fondamentale reconstruir comme el étant devastado un continente. moyen pour reconstruire le continent Hoy cuenta con dévasté. más de 20 Estados miembros Aujourd'hui, y más il de 10.000 compte usuarios. avec plus de 21 États membres Algunos de et sus plus de 10 descubrimientos han 000 mejorado utilisateurs. enormemente la comprensión de las Certaines de leyes leurs fundamentales de la découvertes ont naturaleza permis d'améliorer la y también han compréhension des lois permitido fondamentales de la grandes nature avances et tecnológicos. ont permis de grandes Por ejemplo, avancées el technologiques, origen de la Internet, comme c'est l'origine de también el hallazgo l'Internet del bosón de et la Higgs. découverte du boson de Higgs. Déjenme que les aburra un Permettez-moi poco de algunas cifras partager quelques muy chiffres alejadas très del propósito éloignés de ce qui del tema de hoy, del diálogo. nous préoccupe aujourd'hui, El LHC, le dialogue. Les Hadron LHC, Collider, les grands collisionnaires des hadrons, est l'accélérateur de particules les plus grands et les plus énergétiques existants. Et c'est la machine la plus grande construite par l'homme au monde. costó Il a coûté 13 000 milliards de dollars. desde sus inicios Depuis hasta sa el descubrimiento création del bosón de Higgs. jusqu'à la découverte du boson de Higgs. Este coste es Alors, ce aproximadamente coût lo mismo que cuesta un solo équivaut à un portaaviones seul si alguna porte-avions vez visita nuestros puertos. si vous visitez nos ports. El detector Les LIGO, détecteurs LIGO, que nos ha permitido qui hacer nous el a descubrimiento permis las de ondas détecter gravitacionales, les ondes gravitationnelles, Hubble, costó a coûté 600 millones de dólares 600 a lo largo millions de sus primeros 20 años. dollars au cours de ces 20 premières années. Un sous-marin nucléaire coûte 20 fois plus. Hay más ejemplos. Il y a d'autres exemples. El telescopio Le espacial Hubble télescope costó cerca de spatial 3.000 Hubble a millones de coûté 3 dólares 000 millions de dollars. y la guerra de La Irak guerre en a lo Irak, largo au de sus cours de 4 ces primeros 4 años, premières années, costó como a 100 veces más coûté plus de Hubble. 100 fois plus le y Hubble produjo 100.000 et muertes. a produit 100 000 morts. Y como dijo el rector de mi Tel que universidad, le recteur de mon université l'a mi dit, director de tesis, mon doctoral, directeur de thèse, llamadme romántico, appelez-moi romantique, pero prefiero mais je una mirada a préfère las regarder estrellas les que étoiles un desierto qu'un lleno de dessert plein de tombes. Camus Camus tenía una fuerte était preocupación por la libertad humana très attaché à la liberté humaine, à la justice sociale, à la y paix, la eliminación à l'élimination de la violence. El ser humano Les se êtres puede rebelar humains contra la peuvent se explotación, la rebeller opresión, contre la injusticia y la l'exploitation, violencia. l'oppression, la Y por el justice, mismo la hecho de violence, soberbia, et par le afirma même los effet de valores leur en que el rébellion hombre se puede affirme rebelar. le valeur au nom desquelles Y ils se aquí, révèlent. Et ici, Entre todas estas imágenes, parmi toutes ces images, laissez-moi vous donner un magnifique exemple. Un exemple que peut-être vous ne connaissez pas. Cette Synchrotron Light porte for Experimental porte Science le nom Applications in the Middle East. Sésame. Sésame se creó bajo Sésame los a auspicios de la été UNESCO, créé sous les auspices de de los l'UNESCO proyectos de ciencia dans le para la cadre paz. de projets de sciences pour la paix. Et il a été initié par Abdou Salat, prix Nobel de physique. Actualmente es una organización Actuellement, il s'agit d'une organisation gubernamental independiente intergouvernementale indépendante escuchen bien, composée por Israel, par Israël, Irán, Iran, la autoridad palestina, l'autorité palestinienne, Pakistan, le Pakistan, la Chipre, Turquie, Égypte, le Chypre, Jordania y l'Égypte, algunos más. la Jordanie et quelques autres pays. Yo creo que hemos tenido comentarios Je crois ayer suficientes qu'on a sobre eu esta región. suffisamment de commentaires hier Se sur cet inauguró en espace. mayo del 2017. Il a été inauguré en mai 2017. Sésame est un modèle de dialogue entre scientifiques en una zona que dans estamos un acostumbrados a ver en las espace, noticias. que nous Se puede voyons aquí dans nos ver un JT. ejemplo de cómo la Voir un ciencia nos exemple puede ayudar de a comment este une diálogo, science esta paz peut mundial. contribuer à la paix dans le monde et au Y el dialogue dans le crecimiento monde. inteligente, pues, significa La eso, croissance consolidación del intelligente signifie conocimiento consolider la y la connaissance innovación et como l'innovation comme de nuestro moteur crecimiento futuro. de notre croissance Y esto future. requiere mejorar Et cela nuestra nécessite améliorer la qualité de consolidar notre resultados de la enseignement, investigación, consolider promover la les innovación, la résultats de la transferencia del recherche
cherche à promouvoir l'innovation et les transferts de connaissances, mais avec le dialogue. Un dialogue constant entre différents partenaires sociaux pour faire en sorte que les idées innovantes peuvent être transformées en nouveaux produits et services qui génèrent de la croissance et des emplois de qualité et aident à relever les défis découlant des changements sociétaux en Europe et dans le monde. Nous nous consacrons à l'étude des ondes gravitationnelles, à explorer l'univers. Mais il y a beaucoup plus. Il y a des gens, il y a un capital humain, il y a un dialogue constant avec les jeunes, des jeunes qui se renouvellent, des jeunes qui consacrent leur vie avec tout leur enthousiasme, non seulement à la recherche, mais à transmettre des connaissances, même dans des moments difficiles. Malgré les projets réalisés au cours de la dernière décennie, l'Espagne est encore loin de la première place en matière de recherche, développement et innovation dans l'Union européenne. Et ce retard est encore plus important en matière d'innovation. Cette situation économique, les crises, tout aggrave la réalité et a entraîné même une réduction des ressources allouées à la recherche, tant par les administrations publiques que par les entreprises. Et tout cela fait en sorte qu'aucune région espagnole se trouve parmi des régions leaders à échelle européenne. Alors on considère que la pensée de Camus est représentative de la désillusion des intellectuels de l'après-guerre, plus que le siècle de la peur, donc qui était de la peur citée par Romy. Nous sommes dans le siècle de la désillusion, car beaucoup d'humanistes, beaucoup de scientifiques se sentent désabusés. Regardez ces images. Je les ai trouvées des images de Voltaire, d'Einstein. L'image de Voltaire, c'est « If you want to know what controls you ». Je ne crois pas en Dieu. Tout ce que l'homme ignore n'existe pour lui. Pour cela, l'univers de tout un chacun va se résumer à la taille de son savoir. Camus, en 1955, dans son entretien publié par Le Monde, a dit « Je ne crois pas en Dieu, mais je ne suis pas athée. L'homme se trouve toujours dans des conditions absurdes, se trouve toujours dans des situations absurdes. Et on dirait qu'on est envahi par un courant de destruction dû à l'absence de dialogue. » Le premier exemple que je pourrais vous donner se passait il y a longtemps. C'est la bibliothèque d'Alexandrie, la destruction du grand centre de la connaissance. Cette célèbre bibliothèque avait pour but de compiler toutes les œuvres de l'ingéniosité humaine, de tous les âges, de tous les pays, qui devaient être incluses dans une sorte de collection immortelle pour la postérité. La disparition de cette bibliothèque est un des désastres culturels les plus symboliques de l'histoire. Et à jour d'aujourd'hui, on dirait qu'il y a encore cette croisade contre les livres, contre le savoir et contre le dialogue. Cette croisade est encore présente. Je vais vous citer à Carl Sagan. Étant donné que nous sommes dans des trouvades littéraires, Carl nous a dit « Écrire est peut-être une des meilleures inventions des hommes. » Car rapproche des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, des citoyens d'époques lointaines. Les livres brisent les chaînes du temps. Un livre est la preuve que les hommes, nous sommes capables de faire de la magie.
Et peut-être pour pensamiento, cela, los la libros, pensée, les el diálogo livres, entre le distintos dialogue entre son des incluso a día de différents hoy sont encore à objetivo de jour ataque d'aujourd'hui la por cible aquellos que se d'attaque creen de la poderosos part de ceux qui o se croient simplemente tienen puissants miedo a la ou palabra. qui ont peur de la parole. Parece On el dirait teatro de lo absurdo. le théâtre de l'absurde. Y esa Et destrucción cette sigue aún presente. destruction est encore présente. 1943, 1943, Biblioteca Nacional de Perú, Bibliothèque nationale de consumida Pérou, por un incendio qui a été de dudosa dévastée procedencia. par un incendie. Más recientemente, en Plus 92, récemment, en 1992, la Bibliothèque nationale de Sarajevo. destruida Alors, bibliothèque con esa détruite locura salvaje de la par guerra de la Yugoslavia. folie sauvage de la guerre en Yougoslavie. 2015, Biblioteca de la la bibliothèque de Universidad de l'université de Mossoul, Mossul, la pequeña la Harvard petite de Irak, Harvard d'Irak, devastada por el Estado donc Islámico. dévastée par l'État Pero no islamique. importa irse al Estado Mais en Islámico. fait, on n'a pas besoin d'aller si 2020. loin. 2020, Biblioteca la Luis Fado bibliothèque Hernández, Luis Estado de Fado Barinas, de Venezuela. Como dijo Alors, Camus, tel que Camus nous l'a dit, hablando estrictamente, el mundo le monde n'est pas absurde en lui-même. L'homme, le monde est homme. L'absurde sort de l'affrontement entre la búsqueda del entre ser la humano y el recherche silencio de irracional l'être del humain mundo. et le silence Que Camus irrationnel llamaba la du nostalgia monde. racional Lui, il y appelle humana. cela la nostalgie rationnelle et humaine. Elle se passe car notre ante besoin de l'indifférencia del signification mundo se inamovible casse y face absoluta. à l'indifférence du Yo monde. incluso agrego, Et même, je rajoute, a veces la indigencia parfois mental no tiene l'indigence límites. mentale n'a pas de limite. Incluso hace una Même semana il y a des semaines, estábamos on completamente était desilusionados. complètement donc Por primera vez se désenchantés. estaba renunciando Pour a la la toute utilización première de fois, on Ramón y renonçait à l'utilisation de como, noms comme entre otros Ramon et referentes Cajal, ilustres en los premios donc nacionales de dans investigación. ce qui sont les prix Pero que de después recherche. gracias a los Et medios, grâce aux será moyens, enmendado en fait, cela va en être el futuro año. corrigé l'année prochaine. Y ya sé que la ciencia Et no je puede sais que usarse la de science excusa ne para peut pas être posicionarse políticamente. utilisée comme excuse pour se Exceptuando poser d'un point de vue para politique, apoyarla sauf pour decididamente, accompagner lo que por falta de ce diálogo que par a manque veces de desgraciadamente dialogue, no es ce qui se passe par manque de dialogue. Camus, Camus, como habéis oído, tel que vous l'avez transcurrió entendu, en uno de los barrios son más enfance pobres de s'est Alger, passée dans un des quartiers les plus l'ausencia absoluta pauvres de d'Alger, sans livres. como parte de la Et il resistencia a fait francesa, partie de la résistance l'occupation française pendant Et cela l'occupation. Et donc, il est entré en communication avec tous les mouvements littéraires après la guerre. Et en fait, on lui a attribué donc la pensée connue sous le nom de l'absurdisme. Bien que son texte l'énirme, en fait, Camus lui-même désavoue l'étiquette de prophète de l'absurde. Mais laissez-moi vous citer Hegel. Et que sans dialogue, mais la vérité est que sans dialogue, notre civilisation se dirige vers l'absurdité, vers l'autodestruction. Tel que l'on peut lire ici, nous sommes une espèce en voie d'extinction. Camus, en fait, est associé au courant humanitaire plus qu'au courant politico-idéologique. Ces articles journalistiques ont attiré l'attention sur de nombreuses injustices de l'époque. Ici et maintenant, il y a énormément d'injustices dues au manque de dialogue. À travers ses écrits, Camus explore la condition humaine d'isolement au sein d'un univers qui finit par sembler étranger. L'éloignement de l'autre, de l'être humain de lui-même, le problème du mal et la fatalité de la mort. La mort humaine ou celle de notre patrimoine, de notre culture. Voyons un exemple. Ça, c'est ma maison. Alors, ma maison est forte, a résisté énormément des tempêtes politiques. Un dernier combat lié au manque de sensibilité, de dialogue, ou le fait de ne pas pouvoir étudier les problèmes qui nous entourent. Et le niveau de la mer va augmenter, car ces maisons s'inondent tous les ans.
Però allà dins En hi ha fait, passat molta sang. les fondations sont Han faibles, passat mais, guerres. I les casetes de mais il y a eu Morera beaucoup de sang a coulé à l'intérieur, beaucoup de guerres, et les maisons ont résisté. Camus a combattu la justice avec ses mots. Avec quoi puis-je me battre? Nous ne sommes pas Pedro Ramirez qui peut profiter de sa piscine face à la mer, bien protégée. Nous sommes des pêcheurs avec des rames et avec des bateaux. Camus lluitava davant l'indiferència i la passivitat del que l'envoltava. Camus a lutté contre l'indifférence et la passivité qui nous entourait. Hitler était fort, est arrivé au pouvoir alors qu'au début personne ne lui tenait tête. À Minorque, est-ce que nous allons avoir un front de dialogue pour lutter pour ce qui nous appartient, ou il y aura de petites jalousies qui feraient que l'on perde un patrimoine partagé, le patrimoine de nos enfants, de nos parents, de notre peuple? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas. C'est la question que je vous ai posée au début de ma présentation. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? On est en train de perdre notre identité. Je crois que la devise est « il n'y a pas de vie sans dialogue ». Merci beaucoup à vous tous. Bueno, hola. Bueno, y al menos no me he dedicado a explicar las ondas gravitacionales. Es otro día. Moi, je n'ai pas dû expliquer les ondes gravitationnelles. Bien, bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Un moment avec votre micro, s'il vous plaît. Un petit problème de micro. Ah. Ya. ¿Y ahora? Testing, testing. Puede ser. ¿Ahora? Micrófono de mano. ¿Ahora, ahora? Sí. Bien, bravo. Bien, je suis très heureuse d'être ici. Je vais parler en anglais, si vous me le permettez, parce que c'est ma langue poétique. Mais cet anglais, s'il fonctionne, il fait un dialogue avec beaucoup de dialogues. Évidemment, nous avons écouté ces citations de Camus tout au long de ce week-end. Nous avons dit que l'art ne peut être un monologue. On se ressemble tous les uns aux autres. Les rêves changent d'un individu à l'autre, mais c'est quelque chose de commun pour tous. Ce que nous ne savons pas toujours, c'est que nous sommes connectés. C'est-à-dire quelqu'un en Algérie ne se sente pas connecté avec ce qui a lieu en Amérique. Et malgré tout, on vit tous ensemble. Et Camus, je dis bien, a vécu
l'importance de l'injustice sociale et de vivre dangereusement. Moi, je suis poète et la poésie nous amène vers les émotions. Il peut également nous secouer, il peut aller au-delà des préjudices et des craintes. La poésie a toujours été du côté de la vérité et les poètes et les écrivains signalent l'impuissance, la corruption, la résistance face à tout cela. Un poème ou une histoire peut galvaniser les personnes, peuvent les amener à agir, ils peuvent créer des mouvements de résistance. Et comme artistes aussi, nous devons effectivement préconiser cela. Nous ne devons pas aller contre des pays, mais oui, agir les uns avec les autres. Il nous faut coexister. Et les poèmes coexistent. Il n'y a pas de frontières. La poésie, c'est du dialogue. Moi, comme palestinienne, on m'avait dit en grandissant que j'existe, mais je n'existe pas. Je suis réel, mais imaginaire. Et j'ai compris immédiatement que la vérité cache beaucoup de couches et il peut y avoir beaucoup de contradictions. L'affection n'est pas tout à fait inventée. Parfois, il est difficile de voir les choses entre ce qui est réel et ce qui est de la fiction. Un âne peut avoir besoin d'une autorisation. Un cadavre peut être emprisonné parce que le prisonnier, tout simplement, était en prison avant de sa sentence à mort. C'est-à-dire que tout cela peut avoir lieu. Et je vais lire à présent deux petits poèmes. Le premier, puisque je viens de la ville de Bethléem, et la ville de Bethléem et Jérusalem ont été deux villes qui se trouvent à 10 minutes entre elles, mais à Bethléem, si vous tombez amoureuse de quelqu'un de Jérusalem, cela n'est pas possible. Et un citoyen de Jérusalem, s'il souhaite se déplacer à Bethléem, il va perdre sa carte d'identité. Et personne ne souhaite perdre sa carte d'identité à Jérusalem. Et donc on sent profondément l'occupation. Eh bien, dans ce poème, il y a l'élément de l'érotisme. Parce que pour moi, l'érotisme aussi est un acte de résistance. Cherchez minuit. Il a embrassé mes lèvres à minuit, j'ai laissé faire. Il a enlevé ma chemise, j'ai laissé faire. Il a enlevé mon soutien-gorge et il a touché mon sein, j'ai laissé faire. Il a enlevé mon pantalon, j'ai laissé faire. Il a enlevé mon sous-vêtement et m'a regardé debout. Dans cette étrange, sombre chambre noire et blanc, j'ai laissé faire. Une petite lumière s'est glissée par la fenêtre. J'ai jeté un œil à la ville où nous vivions, qu'aucun de nous ne connaît. Puis, il a mal prononcé mon nom et je l'ai arrêté. Je lui ai demandé s'il avait déjà été exilé ou emprisonné, s'il avait déjà envoyé une lettre à une femme aimée, mais qui ne reverrait jamais plus, s'il pense que nous pouvoir revenir vers un amour, alors même que nous pourrions ne pas aimer la deuxième fois. Je lui ai demandé s'il avait déjà dévalisé une petite épicerie ou volé du pain à un paysan, s'il avait déjà traversé mes mers, côtes et montagnes sans avoir réussi à arriver. Il a répondu: il n'y a pas prononcé mon nom correctement dans mon pays. Dans mon pays, je n'ai pas prononcé mon nom correctement et on m'a exilé. Je n'ai pas prononcé mon nom correctement à l'arrivée, alors on m'a signé de nouveaux papiers. Tu vois, un cœur qui cherche minuit n'est qu'un cœur. Tout le reste est pareil, sauf ce que l'on attend de l'autre. Ce prochain poème, et je reviens à cette ville de Bethléem, aujourd'hui, Bethléem n'existe pas véritablement. Quand ils ont construit le mur, une grande partie du district de Bethléem appartient donc à Jérusalem. Le reste, ce sont des
petite population presque protégée par le Vatican, c'est-à-dire l'église de la Nativité et quelques rues, c'est-à-dire que ce que véritablement était la ville autour de tout cela, eh bien, n'existe plus. Il y a 7 districts et chacun d'entre eux a beaucoup d'histoires et il y a des familles avec des membres d'un côté et de l'autre. Moi, j'ai vécu dans tous ces lieux et comme méditerranéenne, je connais quel est le croissant de toutes les civilisations méditerranéennes. Tout est très symbolique, mais quand on parle du mot arabe aujourd'hui, qui a beaucoup de significations, et on oublie très souvent la beauté de ces significations. Ce poème s'appelle Talhamiyeh et on dit: j'ai entendu dire, je suis une Arménienne qui croit les étoiles être des fragments de foudre abandonnés dans l'espace par l'histoire. J'ai entendu dire que j'ai du sang romain et mon frère est turc et grec. J'ai entendu dire, mon cœur est près de la mosquée d'Omar, près de la nativité, près d'un talisman et d'un vieil homme, sans dents ni clés. J'ai entendu dire, mes poèmes se sont transformés en pierres, en lettres araméennes. J'ai entendu dire qu'ici, les envahisseurs poussent les natifs de côté. Les natifs donnent leur nom aux arbres. Et les arbres répètent les versets. La paix est partie. J'ai entendu dire, j'étais une maison faite de lumière de la Méditerranée. Excepté que j'ai entendu ceci uniquement au printemps, et le printemps pourrait ne plus exister ici. Ils ont pris tous nos arbres. Peut-être Jésus peut-il expliquer ce qui s'est passé? Ou peut-être tout ce dont j'ai besoin de me rappeler est que j'ai entendu dire, mais ça je le sais, que je suis une arabe. Les 7 quartiers de la vieille ville m'ont laissé 7 clés pour que je puisse toujours entrer. Bon, en vérité, moi-même, je suis fait d'un grand nombre de parties du monde. Vous savez, pour quelqu'un qui s'occupe des langues, moi, je souhaite écrire, mais je n'ai pas non plus beaucoup de langues. Alors, je pourrais dire que pour moi, le français avait été ma première langue que j'ai écoutée. Mais je viens d'une symphonie à 5-6 langues. Et c'est ainsi que je vis le monde. Ce poème va nous parler de cela précisément, malgré que je ne mentionne pas toutes les langues. Mais je souhaite également vous dire que malgré que j'ai cet aspect si global, je me rappelle toujours de ces racines locales aussi claires que je connais. Les heures bleues. À l'heure bleue, la Négrita pleure. Je me cache. Pour ne pas tromper l'obscurité, ou moi-même, la Négrita n'est pas loin de là où je suis. Cécile, sa seule main, moi aussi je suis visible à présent, derrière l'arbre, derrière la nuit, derrière le pleur. Et tout ce que je veux savoir est son nom et lui demander, as-tu déjà entendu ton cœur se déshabiller? Vu un chien errant à minuit? Réaliser qu'il comprend cette heure mieux que nous ne comprenons aucune autre heure. T'es-tu vu dans chaque femme avec tes yeux ou dans les femmes avec des yeux plus confus que les tiens? As-tu déjà vraiment entendu ta voix résonner dans tes tétons? Elle m'offre du thé. Nous buvons du café finalement et essayons d'atteindre le fond de la tasse sans frayeur. Maintenant, mes dents sont ternes, mon anglais m'échappe, mon arabe s'efface, mon espagnol commence à faire sens. Nous sommes dans une finca maintenant. Nous sommes en sécurité peut-être. Nous ne désirons rien d'autre peut-être, mais je ne peux pas cesser de m'incliner en prière 5 fois par jour. Mon pays vient à moi et il me dit, compatriote, je te trouverai toujours, quelle que soit la langue que tu parles. Thank you. Bien, merci. Camus, enfin, le dialogue plus profond que j'ai eu avec Camus, c'est sur
ce caractère méditerranéen. Qu'est-ce que c'est qu'être méditerranéen? Eh bien, finalement, la Méditerranée, c'est un lieu où la diversité culturelle, sociale converge, les idées voyagent. Les Méditerranéens voyagent. Et notre langue, véritablement, c'est la mer. C'est la mer qui provient des vagues, des ports où elle s'échoue. Et je me sens représenté dans ses complexités, dans ses collaborations, dans ses complicités, dans ses besoins, dans son pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce caractère méditerranéen pour les sociétés? Il y a beaucoup de points de vue de ce que veut dire être méditerranéen. Il s'est développé tout au long du temps. Et cela reprend beaucoup de visions. Il y a des académiciens contemporains qui révisent tous ces discours politiques et qui soulignent le monde occidental, la tradition chrétienne, et non pas le versant asiatique ou africain. Et aujourd'hui, nous observons que cette mer a besoin d'un dialogue plus profond, qu'il est vital. C'est absolument vital pour ajuster aussi le prix que paient les migrants pour lutter contre les inégalités de leur terre. Et nous comprenons aussi comme Méditerranéens ces affinités, nos affinités. Albert Camus a encouragé la culture méditerranéenne, cette nouvelle culture méditerranéenne, comme il disait, a été symbolisée dans la maison de la culture. Et ceci, on peut le comprendre sous diverses formes. J'ai voyagé dans le monde entier, mais il n'y a pas de paysage qui m'émeut autant que la Méditerranée, car cela me ramène à mon terroir. Moi, avec chaque livre que j'écris, je construis une géographie de personnes, de lieux. J'écris un livre, Poète en Andalousie, qui était une récréation de Lorca, de ce poète à New York. Et maintenant, je suis en train de travailler sur un livre qui a lieu en Sicile. Et pour moi, c'est une manière de continuer cette conversation qui a commencé en Andalousie, car la Sicile est un lieu où convergent différentes ethnies, races, cultures, la culture islamique, la culture juive, tout ce que converge. Et on voit aussi bien cela en littérature que dans les aspects économiques. Et peut-être là que je trouverai des réponses à la coexistence, je ne suis pas sûr. Mais je sais que Lorca avait dit que ce qui m'importe le plus, c'est vivre. Et je me suis rendu compte que le dialogue est possible si on le recherche. Parce que si c'était valable pour Lorca, les gens aussi souhaitent vivre. Et je vais vous lire maintenant un poème d'un poète en Andalousie. Et pour moi, la poésie a toujours été ma patrie ou ma matrie. Qu'est-ce qui se passe avec les plumes? Les plumes. Nous n'avons gardé que les clés, des lettres et des photos. Tout le reste, nous l'avons laissé en quittant la maison. Cela peut arriver quand une nation change en nuit, quand ceux que l'on connaît deviennent une barrière de plumes. Et l'ennui, c'est que les plumes, elles, savent ce qui manque. Il y a des années que je regarde la maison de mon voisin depuis les fenêtres des autres. Pays divers, demeures de toutes sortes, les unes en briques, d'autres en pierre. Certains n'imaginent jamais combien la maison importe quand un air inachevé est emprisonné dans le plafond. Je fais mine de n'avoir jamais vu flotter un corps en suspens, les mains d'un père clouées au sol. Après tout, ce que nous ne voulons pas admettre n'est jamais arrivé. Mais je ne saurais changer ce jour à Murcie où l'eau apporta la lumière à la porte. J'ai 7 ans, c'est la veille de notre départ, le jour où mon père me donne un carnet et où je lui dis « Voilà où je vais mettre mon pays ». La langue est une pulsion qui vit, qui respire, qui émeut. Cela peut être un dialogue qui peut nous laisser de l'espace pour
la tolérance, la justice, où on peut apprendre à écouter ce qui nous sépare, mais qui véritablement ne nous sépare pas. Ce que nous pensons qui nous divise, mais qui ne nous divise pas. Parfois, nous oublions que l'impersonnel est une dimension fondamentale du global. Je vais à présent terminer mon intervention avec 2 poèmes. L'une sont mes lignes favorites de Camus. C'est quand lui, il nous disait que seule la musique au niveau de la mer. Mes aïeux, ces mers, et la poésie provient d'endroits que je ne connais pas et pourtant ils sont familiers et intimes. Et je maintiens une conversation avec cette musique. Le premier poème que je vais lire a été traduit, mais le deuxième, il ne l'est pas. Le deuxième poème, vous n'avez pas écouté une traduction, je ne vais pas demander la traduction parce qu'il provient de mon dernier livre. Et aussi parce que je crois que c'est une opportunité pour vous tous, vous puissiez expérimenter ce que ça veut dire, ce sentiment de l'autre. On traduit sans cesse, chaque jour nous traduisons ce que nous comprenons, ce que nous ne comprenons pas, mais parfois la traduction n'est pas linguistique, parfois c'est de la musique, des gestes des autres, c'est ce que nous percevons, c'est ce que nous expérimentons de l'autre. C'est pourquoi le deuxième poème, il ne sera pas traduit, mais le premier oui, et il a pour titre « Musique brisée ». Peut-être qu'au moment où tu es prêt pour la musique, chaque instrument autour est déjà brisé. Peut-être qu'au moment où tu es prêt pour ta liberté, ton cœur ne peut plus battre. Peut-être qu'au moment où tu cultives la folie, tu trouves ce que tu étais destiné à voir. Peut-être que si tu me montres comment le désir implore et joue un air en mi mineur, la lente rivière des ailes se révélera. Mais ça devait plutôt finir ainsi. Un violon brisé, le cœur laissé en plan, une dispute avec Jésus ou Mahomet. L'exil a ses façons de faire. À présent, ton souffle est une chanson plate qui claudique tout autour du réveil et de ta bouche. Bien, merci beaucoup. Et avant de lire ce dernier poème qui ne sera pas traduit, je souhaite inviter Sandra, le remercier de m'avoir invité. Je tiens à remercier à toute l'équipe, Carlos et tous les autres, incroyables qu'ils sont tous. Et merci de m'avoir écouté. Et je voudrais remercier également les incroyables interprètes qui nous a permis de communiquer durant toute cette semaine. Merci. Et merci à vous tous également, de notre part. Merci. As a child, I believed God was in the wind that carried us elsewhere, that departures were returns. I buried the sun in my father's ashtray to see him in eyes in Berlin or Stockholm, where the cold is another country, longing another landscape. And the past comes back. Close the door. Solitude will not leave. Close the window. Light will not escape. Close the wooden trunk. Memory will not vanish. Close your eyes. Home will not disappear. Close everything close. All will remain like Mostar and Jerusalem, like our Roman chant, Byzantium icons, Muslim prayers. The years passed. I looked for death in Palermo and found my mother's womb. Looked for life in Thessaloniki and found a song about death. Looked for my image in Venice and found all my images. Crossed Trieste with my heart and Naples without my hesitations. Memorized Marseille from Notre-Dame de la Garde. Counted all my dreams in Akka. Found my name in the Colosseum. Listened to the lemons fall for hours in Rome. Waited for my lover to tell me the sea can't break. And found a musician born in a small town that reminded me that music always takes us back to the cities
we are made from. La Martes. C'est gentil. Muchísimas gracias a los Bien, tres. merci beaucoup. Cada uno de los tres Chacun d'entre vous, vous avez apporté, bueno, comment ese valor dirais-je, del diálogo, cette ¿no? valeur du dialogue que chacun d'entre vous avait Muy bien las dans la tête. Excusez-moi si j'ai de la difficulté à m'exprimer, mais je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir quelque peu. Moi, personnellement, je resterai sur ce poème pour ensuite sortir un peu, prendre un peu de l'air à l'extérieur, l'emmener dans nos oreilles, dans notre esprit et revenir finalement pour avoir une très belle continuité en écoutant Josep Maria Schirol autour des vibrations des mots, parce que je crois que vous nous avez rendus libres. Merci.